je pense qu'on peut commencer. Alors, je m'appelle Lucretia, je suis votre point de contact dans la communauté Aquagir, qui est le programme haut de la Banque des Territoires. Sans plus attendre, je vais proposer à notre chef de projet de la plateforme aquagir.fr de nous faire une rapide présentation, un récap du programme haut de la Banque des Territoires. Et ensuite, on passera au sujet qui nous intéresse ce matin, qui est l'animation du kit des enjeux de l'eau. Et vraiment, et qui est représenté par Astrid ici, vous donnera, ainsi que Marion Téné, qui représente la Water Family, vont vous donner plein de conseils pratiques pour animer ce kit aujourd'hui. Sébastien, je te laisse la parole. Merci Lucretia, bonjour à toutes et à tous, donc Sébastien Lafitte, Banque des Territoires. Je vais vous dire quelques mots sur le programme Aquagir, donc le programme haut de la Banque des Territoires, qui est un programme qui a été lancé pour accompagner les collectivités locales dans leurs projets de gestion de l'eau. Je vous apprends rien en vous disant qu'effectivement aujourd'hui, elles sont en première ligne pour faire face à de multiples enjeux autour du changement climatique, autour de la dégradation de la qualité en eau, autour de la raréfaction de la ressource dans certains territoires, ou encore par rapport à la vétusté des infrastructures, puisqu'on a un certain nombre de réseaux qui sont anciens, et donc qu'il va falloir renouveler. Donc c'est dans ce contexte en fait que la Banque des Territoires, consciente de l'importance de ces enjeux, donc a créé ce programme avec vraiment l'idée et l'ambition de pouvoir accélérer le passage à l'action des collectivités en matière de gestion durable de l'eau. Et donc pour ce faire, on mobilise sur la durée du programme, donc entre 2024 et 2028, donc ça va être 4 milliards d'euros qui vont être mobilisés. Et l'idée, c'est de financer in fine 1600 projets dans tous les territoires métropolitains et ultramarins. Donc, on a 3 axes prioritaires dans ce programme, hein. Le premier, c'est, je l'évoquais, parmi les enjeux, la gestion patrimoniale des infrastructures d'eau potable et d'assainissement. Le second, c'est la préservation de la ressource et des milieux aquatiques. Et on a un dernier axe prioritaire qui va concerner la prévention des inondations. Pour pouvoir accompagner cette ambition, donc on mobilise l'ensemble de nos offres et de services. Donc, je ne vais pas trop m'apesantir sur finalement ce pourquoi on nous connaît déjà côté Banque des Territoires, c'est-à-dire nos financements ou encore notre ingénierie, mais plutôt tout le volet autour de l'information et de la sensibilisation qu'on vient apporter avec une première plateforme qui s'appelle aquagir.fr, sur laquelle vous avez notamment commandé les kits dont on va parler dans quelques instants, et notamment le kit sur les enjeux de l'eau. Et puis un autre outil plus récent qu'on a lancé qui s'appelle AquaRepère, qui permet donc de disposer d'informations quantitatives et qualitatives sur l'état de la ressource en eau au niveau d'un territoire. Donc, grâce à ces 2 outils, en fait, on vient apporter une brique complémentaire à l'offre que propose donc la Banque des Territoires. Et donc, si je m'attarde un peu plus précisément sur aquagir.fr, parmi les outils qu'on propose, on propose notamment une collection de kits de sensibilisation des élus aux enjeux de l'eau, et notamment un premier kit sur les enjeux. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. On va vous présenter les clés un peu méthodologiques pour venir animer ce kit dans le cadre d'ateliers que vous pourriez utiliser sur votre territoire. Voilà, je ne vais pas être plus long et je vais laisser donc la parole aux équipes, donc à Astrid et Marion, qui vont vous présenter la méthodologie à utiliser pour animer ce kit. Juste très rapidement, pour faire un complément à Sébastien avant qu'on prenne le relais, le 17 décembre à 9 heures, on a un webinaire qui va présenter tous ces outils si ça intéresse certaines personnes. Donc c'est le dernier de l'année, 17 décembre à 9 heures, si vous voulez vous inscrire, et vous aurez la présentation précise de tous les outils. Merci Sébastien, merci Marion. Avant de débuter la présentation du kit des enjeux, je vais me présenter très rapidement. Donc, Astrid Boyer, analyse, je suis vraiment, je fais partie de l'équipe qui a conçu les différents kits, y compris le kit des enjeux de l'eau. Je vais animer ce webinaire avec Marion, que je vais laisser se présenter, tout simplement. Bonjour à tous, donc moi je suis Marion Tenet, donc je travaille à l'association Water Family du Flocon à la Vague qui est basée à Biarritz mais qui est représentée sur tout le territoire national. Et on est en partenariat avec la Banque des Territoires pour animer ces outils si vous en avez besoin. Et on a développé un autre outil aussi qui complète toute cette collection. Donc effectivement, avec Astrid, on vous fera un petit duo
pour vous donner des petits tuyaux pour animer cet outil-là. Voilà, donc moi je vais plutôt être sur la partie dérouler des étapes, comment on utilise les outils, et Marion va vous donner des tuyaux, des conseils sur l'animation, parce que c'est une animatrice plus que chevronnée. Donc, vous avez de la chance, vous pouvez vraiment poser un certain nombre de questions qui sont relatives aux outils ou à l'animation. Donc, le support, normalement, je pense que tout le monde le voit. Et on va débuter. Donc aujourd'hui, on va vous présenter le kit des enjeux de l'eau, qui est le premier kit de la collection Aquagir. Pour ceux qui l'ont déjà reçu, donc ce kit, il est composé de 2 parties. Une première kit qui est un atelier à animer sur du coup les enjeux, le cycle de l'eau, et une deuxième partie qui est sur les outils de gouvernance. Nous, lors de cet webinaire, on va s'intéresser à la première partie, qui est en l'animation de cet atelier, parce que la deuxième partie, ce sont des outils à remplir, donc c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Néanmoins, si à la fin, vous avez certaines questions vis-à-vis de cette deuxième partie, n'hésitez pas. Alors, je vais laisser donc Marion parler justement de la posture de l'animateur, des postures. Oui, alors faut que je vais laisser le micro peut-être ouvert. L'autre fois, ça faisait des grésillements, mais je pense que là, je peux le laisser ouvert, ça gêne pas, ça évitera d'oublier de l'enlever à chaque fois. Donc oui, l'idée vraiment sur la posture de l'animateur, c'est avant tout l'objectif de cet atelier qui dure quand même 2 heures. C'est vraiment d'impliquer au maximum tous les participants. Il ne faut pas que ce soit d'informations toujours descendantes. Et l'idée, c'est vraiment d'activer en permanence la participation des participants, sachant que dès le début, il faut vraiment leur dire qu'à tout moment, ils peuvent poser des questions et au contraire, puisqu'une question amène aussi une explication supplémentaire. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de pouvoir faire répondre peut-être d'autres participants avant même que vous répondiez vous directement, pour vraiment faire participer tout le monde. Donc l'important, c'est vraiment aussi de veiller à ce que tout le monde puisse participer. C'est vrai qu'on indique qu'il ne faut pas être plus de 10 autour de la table, ça c'est fondamental. Le chiffre idéal, oui, c'est 6-8. On peut aller jusqu'à 10, mais c'est vraiment le maximum, puisque l'idée, c'est que tout le monde puisse participer. On sait tous que quand on est trop nombreux autour d'une table, ça facilite pas forcément la participation de tout le monde. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Nous, animateurs, on essaie d'être le plus possible en posture d'écoute et d'observation. On n'est pas, on ne doit pas donner notre avis d'ailleurs sur des sujets, puisque vous allez voir au fur et à mesure de l'atelier, on peut se retrouver confronté à certains débats. Donc, il faut faire attention d'être le plus neutre possible par rapport à ça, et surtout d'être très factuel. Donc ça, c'est quand même assez important. Bien entendu, mais ça, vous le savez tous, l'objectif, c'est vraiment de s'adapter aussi au profil des personnes qu'on a autour de la table. Alors, il peut s'avérer que certaines animations, parfois on a des personnes très qui ont vraiment les compétences, qui connaissent beaucoup de sujets autour de ces thématiques, et puis il y en a d'autres qui sont vraiment au balbutiement. Donc, il faut arriver à trouver cet équilibre. Et encore une fois, essayer de faire participer le plus possible les personnes qui ont les réponses. Comme ça donne un peu de dynamisme et puis ça complète aussi par rapport aux connaissances que vous allez avoir. Sans perdre de vue qu'il faut que tout le monde s'y retrouve en fait par rapport au niveau de connaissances acquises. Donc ça, c'est important. Et enfin, ça c'est vraiment le préambule du début, c'est-à-dire de bien indiquer dès le début que cet atelier va durer 2 heures, que tout le monde est bien disponible pour rester les 2 heures, parce que c'est important. Vous allez voir en fait, l'atelier, tout le monde doit être présent dès le début et rester jusqu'au bout, puisqu'à la fin on travaille les solutions, c'est quand même une partie fondamentale. Et c'est compliqué aussi qu'une personne se greffe au milieu de l'atelier s'il arrive en retard, ce genre de choses, c'est pas forcément évident. Donc en préambule, bien prendre une marge de temps quand vous allez inviter les personnes à un certain horaire, gardez-vous un peu de marge pour les retardataires, pour vraiment commencer tous ensemble. Ça, c'est vraiment quelque chose
d'important, sachant qu'on, je ne sais pas si c'est dans la slide d'après, Astrid, sachant qu'on ne prévoit pas de pause. Donc ça, c'est quelque chose qui est important aussi. Beaucoup de personnes disent ah bah oui mais il faut une pause, 2 heures c'est trop long et en fait si on met une pause ça casse vraiment l'animation, donc vraiment faites en sorte de garder ça. Vous précisez dès le début d'ailleurs qu'il n'y aura pas de pause et puis vous pouvez prévoir, nous on prévoit toujours des collations ou des choses à grignoter. Les personnes vont le chercher au fur et à mesure de l'atelier et ceux qui ont besoin de sortir sortiront, mais en tout cas en général ça fonctionne très bien comme ça. Donc votre rôle, c'est vraiment d'être le maître du temps. C'est très timé parce que c'est assez dense, donc il ne faut pas se perdre beaucoup dans des discussions. Donc parfois, il faut vraiment renvoyer à la suite de l'atelier, même si les discussions sont toujours très intéressantes. Donc ça, c'est vraiment important. Donc dans le guide, vous aurez le temps à peu près par partie pour vous guider. Et puis après, vous équilibrez en fonction des discussions. Encore une fois, si vous voyez que c'est des sujets qui sont importants, bon, faut pas perdre le débat, mais en tout cas revenir vite au déroulé. Et encore une fois, donc je finis là-dessus, veiller à ce que chacun vraiment puisse participer, recadrer les échanges, hein. On voit souvent, bah, il y a certaines personnes qui vont vouloir monopoliser la parole. Alors des fois, on est dans le sujet. Bon, il y a encore votre déroulé que vous ayez bien en tête sur le timing. Et des fois, on commence à s'éloigner du sujet. Donc là, il faut faire attention à ça. Mais ça, j'allais dire, c'est dans toutes les animations d'atelier au sens large. Mais celui-ci particulièrement parce qu'il y a tellement d'informations que c'est vrai que ça a tendance parfois à s'éloigner. Alors, s'agissant des outils d'atelier, vous aurez donc le grand support, donc le poster avec le cycle de l'eau. Vous avez un certain nombre de vignettes de couleurs différentes et vous verrez, les couleurs des vignettes sont là sont importantes parce qu'elles permettent de rythmer les différentes étapes de l'atelier. Également, et je le dis en amont, il est possible que les couleurs qu'on va vous montrer dans ce webinaire ne soient pas les couleurs des vignettes que vous avez reçues. Tout simplement parce que le kit a été mis à jour et donc en mettant à jour le kit, on a également mis à jour les couleurs des vignettes. Et enfin, le dernier, c'est donc le support des interactions entre les activités humaines et leurs conséquences du cycle de l'eau. Pour la préparation de l'atelier, ce qu'on vous demande en amont de l'atelier, c'est déjà évidemment de prendre connaissance des différents outils, de lire le guide d'animateur et de trier les vignettes jaunes et oranges en enlevant les cartes qui sont trop éloignées de l'enjeu de votre territoire. C'est simple. Donc, le kit que vous avez, c'est un kit général, donc généraliste, qui peut s'adapter à tous les territoires sur du coup en France métropolitaine et également dans les DROM-TOM. Le fait que ce soit donc un kit qui soit général, ça signifie qu'il y a des cartes qui ne sont pas forcément adaptées à vos enjeux du territoire. Et donc, pour éviter déjà de perdre du temps sur des vignettes qui ne vous concernent pas, mais aussi d'avoir des réactions de certains participants qui vont dire oui, mais ça, c'est pas pour notre territoire. Nous, on vous conseille de regarder en fait les vignettes jaunes et oranges et d'enlever tout simplement les vignettes qui ne concernent pas votre territoire. Par exemple, les vignettes neige de culture. Si vous êtes sur un territoire qui n'est pas montagnard, en fait, ça ne vous concerne pas. Et c'est, on va dire, un conseil qui est assez simple et qui vous permet rapidement, très facilement, finalement, de ne pas perdre de temps par la suite. Donc, le déroulé de l'atelier, il va se faire en 5 étapes. Vous allez avoir, donc, pour commencer, donc, l'accueil, l'introduction. Ensuite, vous allez, dans un premier temps, parler en fait du cycle naturel de l'eau, du cycle, donc, pour expliquer comment ça se passe. Vous allez avoir une deuxième étape qui va être d'identifier les activités humaines qui ont un impact sur ce cycle de l'eau. Il faut savoir, c'est une étape qui prend un certain nombre de temps. La troisième étape, ça va être de voir collectivement qu'est-ce qui perturbe le cycle de l'eau sur votre territoire et du coup de faire le lien entre activité humaine et cycle de l'eau. La quatrième étape, ça va être l'étape où on va chercher quelles sont les solutions qui peuvent s'appliquer à votre territoire. Et enfin, la cinquième étape, c'est la conclusion.
C'est très important en fait d'avoir ces différentes étapes en tête. On a un code couleur qui est associé pour chaque étape et ça va vraiment vous permettre de rythmer tout le long l'atelier. Donc, donc l'étape 0, donc l'accueil et l'introduction. Là, c'est très facile, c'est juste préparer la salle pour accueillir les participants. L'idée de la préparer, c'est de pouvoir prendre votre temps et de l'installer avant que les participants arrivent pour après les accueillir sans être stressé en faisant donc des doubles tâches. Donc pour ça, on va vous demander, c'est très simple, donc vraiment, d'installer le grand poster autour d'une table, de trier les vignettes par couleur et par sous-catégorie pour les mettre dans l'ordre d'intervention. On a quand même un certain nombre de vignettes et ça va vous permettre d'éviter de trier, de retrier, de perdre du temps ou pareil, c'est facile en fait de le faire en amont pour éviter des petits stress qui peuvent être évitables. Et enfin, prévoir boisson ou autre. Juste pour compléter Astrid sur ce point, j'insiste sur la grande table et que les participants puissent se mettre en arc de cercle. Ne vous coincez pas dans un endroit où vous allez vous retrouver des personnes les unes derrière les autres et du coup, ça va pas faciliter l'expression. Donc, c'est vraiment important que chacun soit vraiment autour du bassin versant. Et donc, l'idéal, c'est de prévoir une assez grande table pour que vous puissiez vraiment vous mettre autour de la table et vraiment face à vous en arc de cercle, qu'il n'y en ait pas qui soient à côté de vous non plus, que vous les ayez vraiment en face. Et comme ça, vous avez aussi la place avec les grandes tables. Parfois, souvent, nous, on en met deux, hein, pour bien installer vos cartes dans l'ordre et comme ça, ce sera beaucoup plus fluide. Première étape, la compréhension du cycle naturel de l'eau. Donc là, l'objectif, ça va être de faire identifier les stocks et les flux du cycle de l'eau. Pour ça, on va vous demander d'utiliser les cartes, les vignettes violettes. Donc, en termes d'étapes, comment ça va se passer? Donc, évidemment, vous invitez les participants à vous mettre autour de la table. Vous leur demandez de se présenter, de dire où est-ce qu'ils habitent. Vous réexpliquez l'importance des échanges. C'est exactement ce qu'a dit Marion juste avant. Et enfin, donc, vous commencez par distribuer les vignettes stock aux différents participants et vous demandez à chaque participant, à tour de rôle, donc, de lire à voix haute sa carte stock, de la décrire brièvement et de la placer sur le bon endroit dans le fond de carte. Si à un moment ils ont des questions sur une des vignettes, vous expliquez plus en détail. Une fois que ça c'est fait, vous faites la même chose avec les vignettes flux. Et évidemment, s'il y a des erreurs dans le positionnement, vous repositionnez et vous expliquez pourquoi. Et enfin, vous terminez en expliquant le fonctionnement du cycle de l'eau, du coup en montrant les interactions entre les vignettes flux et stock, et vous insistez sur le rôle des nappes phréatiques. Alors, pour compléter, selon les cartes, parfois, c'est beaucoup mieux que les personnes expliquent avec leurs mots plutôt que de lire. Vous mettez les personnes à l'aise. Soit elles sont plus à l'aise à lire la carte telle que c'est écrit, mais vous pouvez leur conseiller aussi de reformuler avec leurs mots. Ça peut être dit d'une autre manière et ça peut être aussi intéressant et ça peut faciliter aussi l'animation. Vous n'hésitez pas à reformuler si parfois vous trouvez que c'est pas clair ou à reposer la question au fur et à mesure de l'avancée. Ça va être vraiment valable à chaque étape de bien s'assurer que cette étape-là a bien été comprise. Il y a vraiment deux choses très importantes sur lesquelles il ne faut pas passer sur cette première partie. C'est vraiment de bien faire le distinguo entre l'évaporation et l'évapotranspiration. L'évapotranspiration, c'est un terme souvent beaucoup de personnes ne connaissent pas en fait. Et donc dans le cycle de l'eau qu'on a tous appris, eh ben, il n'y a pas enfin souvent l'évapotranspiration n'est pas nommée, on parle que de l'évaporation. Donc c'est très important de faire cette différence. Et Astrid l'a dit, mais j'insiste vraiment beaucoup, de réinsister aussi sur la partie non visible du grand cycle de l'eau, qui n'apparaît jamais non plus, qui est fondamentale avec cette partie où l'eau s'infiltre et qui va recharger les nappes. Et ce fonctionnement souterrain qu'on ne voit pas est souvent très méconnu. Il faut absolument qu'à cette étape, ce soit validé par tout le monde. Donc là, vous avez un exemple tiré du guide du livret animateur sur une fiche solution de à quoi pourrait ressembler votre cycle de l'eau. Ensuite, donc, dans cette même étape, vous avez une deuxième phase qui va être en fait de faire comprendre où part l'eau des précipitations.
Pour ça, vous allez avoir besoin d'un autre outil, donc des cubes en bois, qui ne sont pas fournis, mais que vous pouvez très facilement en trouver sur le commerce. Et si vraiment vous n'avez pas de cubes, ça peut être des billes, enfin, peu importe. Le but est d'en avoir 100. Donc, vous expliquez que ces 100 cubes en bois, ils représentent 100% des précipitations annuelles. Et après, vous expliquez aux participants que l'eau issue des précipitations, elle peut prendre 3 chemins. Soit elle va s'infiltrer, soit elle va ruisseler, soit elle va s'évapotranspirer. Et donc, effectivement, comme disait Marion, c'est très important juste avant d'avoir bien expliqué la différence entre évapotranspiration et évaporation. Une fois que vous avez bien expliqué aux différents participants ces 3 chemins, vous demandez aux participants de répartir ces 100 cubes en leur posant la question, à votre avis, au niveau du territoire métropolitain, où va l'eau issue des précipitations en termes de pourcentage, évapotranspiration, infiltration, ruissellement. Vous les laissez débattre entre eux. Et une fois qu'ils ont débattu, qu'ils ont posé les différents cubes, là, vous apportez la correction. Donc, je vous la montre. La correction, donc c'est 60% évapotranspiration, 30% infiltration, 10% ruissellement. Je l'ai dit, mais je le répète, c'est au niveau du territoire métropolitain, au niveau de la France métropole. Si vous avez, vous, des données plus locales, c'est mieux. Et maintenant, Oui, donc effectivement, ces données locales, on peut les trouver sur le site de Météo France. Et ce qui est intéressant, c'est que selon où on habite, par exemple, nous au Pays Basque, il pleut beaucoup, c'est le cas aujourd'hui d'ailleurs. Notre taux d'évapotranspiration est plus bas que la moyenne parce que justement les végétaux sont déjà beaucoup imbibés d'eau, il y a beaucoup d'eau, donc du coup on en a moins on est à 47% par rapport aux 60% au niveau national. Ce qui est intéressant dans cette étape-là, c'est qu'il y a beaucoup, pour le coup, d'idées reçues. Vous allez voir d'ailleurs tout au cours de l'atelier, il y a beaucoup d'idées reçues qui ressortent, donc c'est important aussi de pouvoir les déconstruire. Et donc cette notion de précipitation efficace, c'est-à-dire que nous, la précipitation efficace, c'est quand l'eau, elle s'infile dans les sols. Ce qu'on a besoin, c'est que l'eau, elle reste dans les sols et qu'elle reste dans les nappes. Et à partir du moment où elle va s'évapotranspirer, où elle va ruisseler, elle est perdue à l'échelle humaine, on va dire, parce que l'évapotranspiration, heureusement, elle n'est pas perdue pour tout le monde. Les plantes en ont besoin. Donc c'est important de comprendre que finalement quand il pleut, bah, aujourd'hui voilà, j'ai 100% de pluie qui tombe. Finalement, au niveau national, encore une fois, c'est une moyenne nationale, j'en ai que 40% que je vais pouvoir récupérer, et encore une fois, récupérer pas totalement, puisqu'il y en a une partie qui va ruisseler. Donc ces notions-là, elles sont fondamentales aussi, parce que beaucoup de personnes ont cette notion-là, et encore une fois, nous, au Pays Basque, on entend ça toute la journée. De toute façon, il pleut tout le temps, de l'eau, il y en aura toujours. Oui, mais à partir du moment où elle ne reste pas dans les sols, elle est perdue pour nous. Et il faut absolument qu'on puisse la récupérer aussi pour avoir de l'eau disponible. Donc, Sébastien, en préambule, vous a parlé du contexte de raréfaction de la ressource. Oui, il y a une raréfaction parce qu'il y a cette eau-là, on ne va pas pouvoir toujours la récupérer. Donc, c'est important d'insister là-dessus. Et une dernière notion aussi, si vous avez le temps, et encore une fois, ça, c'est des choses que vous jugerez en fonction du timing, de bien expliquer selon les périodes, qu'elles soient hivernales ou estivales, forcément, les chiffres changent. Donc, les chiffres que vous a donnés Astrid sont vraiment une moyenne au niveau du territoire national métropolitain et toutes saisons confondues, alors que selon les saisons, forcément, ça va changer. Donc ça fait partie des éléments que, en fonction du timing, vous pouvez rajouter ou pas. Donc, on avait vu juste avant le cycle de l'eau, comment fonctionne le cycle de l'eau. Maintenant, dans cette étape, on va voir comment est-ce que l'être humain, il va impacter ce cycle de l'eau. Et donc, on va montrer que ces impacts sur le cycle de l'eau, elles font se faire à travers 3 aspects. Le premier aspect, c'est les usages, c'est-à-dire l'eau que l'être humain va prélever, va consommer. Ensuite, le deuxième aspect, ça va être avec la couverture et les usages des sols, c'est-à-dire comment l'être humain, en fait, par l'urbanisme, par l'agriculture, en fait, comment est-ce qu'il va, il a un impact parce qu'en fait, les sols, il va les transformer. Et en fait, le troisième aspect, c'est l'aménagement des cours d'eau.
Donc, vous allez voir, vous avez un certain nombre de vignettes jaunes. Et donc, pour vous aider, on les a catégorisées avec ces 3 lettres, donc A, B, C. Ça vous permet de faire des sous-catégories, de ne pas trop vous perdre dans cette étape. Donc, premier impact, les usages de l'eau. Donc, pour ça, vous allez utiliser les vignettes jaunes qui sont numérotées A. Donc, en termes de déroulé, c'est très facile. Vous invitez les participants à lister les principaux usages de l'eau sur leur territoire et à chaque usage cité, vous sortez une vignette correspondante. Une fois qu'ils n'ont plus d'idées, vous ajoutez les usages oubliés. Donc là, je reviens sur ce que j'avais dit au début. Vous pouvez décider, donc ça c'est comme si ça vous paraît plus intéressant, de ne pas mettre dans cette partie des usages qui ne concernent pas votre territoire. Typiquement, comme je l'avais dit plus tôt, la neige de culture. Ça peut être également une production d'énergie si vous n'en avez pas sur votre territoire. Une fois que vous avez l'ensemble des usages de votre territoire, vous allez expliquer la différence entre prélèvement et consommation. Et une fois que les participants ont bien compris cette distinction, vous allez demander aux différents participants, d'après vous, quels sont les plus gros préleveurs et les plus gros consommateurs d'eau au niveau du territoire, au niveau de la France. Là encore, nous, on a des données qui vous sont données sur le guide animateur qui sont au niveau donc, du territoire français. Mais si vous avez des données qui sont plus locales, n'hésitez pas à les mettre, ça intéressera forcément davantage les participants. Et ensuite, vous pouvez comparer les réponses avec le schéma pour échanger sur les différents écarts. Donc sur cette partie, donc comme Astrid a bien fait la transition, on vient de voir tous les stocks et les flux, et encore une fois avant que l'homme arrive soit sur la Terre. Donc il y a un fonctionnement, j'allais dire, naturel. Maintenant, on va voir les activités humaines. C'est très important de faire ces transitions à chaque partie. Dès que vous changez de couleur de carte, vous vous dites, bah tiens, c'est une transition pour que vraiment que les personnes qui soient autour de la table voient vraiment tout le déroulé et de ne pas les perdre quand même parfois parce que, encore une fois, c'est très dense. Donc ça, c'est important. Par rapport au sujet sensible, alors pour ne pas le nommer, on prend toujours cet exemple de neige de culture parce que c'est un sujet très sensible. Alors quand vous n'êtes pas concerné, vous n'êtes pas concerné, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres sujets de polémique. C'est très important alors de laisser un peu la discussion, mais surtout vous ne laissez pas embarquer parce que là, ça peut être très compliqué. Et encore une fois, les avis sont toujours très opposés sur ce type de sujet, donc il faut faire très attention à ça. Et cette partie est fondamentale pour évoquer cette notion de conflit d'usage. Tous, autant qu'on soit au niveau national, on peut regarder toutes les prospectives qu'on veut, on aura tous moins d'eau, quoi qu'il se passe. Et avec d'ailleurs des régions où il y en aura beaucoup moins qu'aujourd'hui, et notamment nous, d'ailleurs, contrairement dans le Grand Sud-Ouest, contrairement à ce que tout le monde peut imaginer. Donc à un moment, on va couper le robinet à quelqu'un. Donc évidemment, hein, c'est des arrêtés préfectoraux, tout ça, c'est un fonctionnement, hein, c'est des éléments que vous pouvez amener. Qui décide de couper le robinet? Et c'est pas que le préfet, hein, le préfet ne décide pas tout seul non plus. Mais en tout cas, c'est important justement de se poser la question, ben, quand il y aura un robinet à couper, à qui on va le couper en premier, et de comprendre finalement qui a besoin d'eau sur ce territoire. Les données nationales qui sont dans le guide, ça reste des données nationales. Et pour le coup, chaque territoire est vraiment au plus petit niveau. On est sur des prélèvements qui n'ont rien à voir de l'un à l'autre. Souvent, d'ailleurs, quand vous posez la question, et je vous invite à vraiment à le faire, à votre avis, qui prélève le plus? Alors, sincèrement, essayez de vraiment trouver les données chez vous parce que c'est très intéressant de les avoir au-delà du niveau national, mais ça vous permet de vous comparer. C'est très important souvent, bah, voilà, c'est toujours les agriculteurs, les industriels, alors que typiquement, bah, chez nous au Pays Basque, 75% des prélèvements, c'est l'usage domestique. Donc c'est nous individus. Donc inutile de vous dire que ce chiffre, il sort jamais. Et donc c'est important aussi d'identifier ça parce que quand on travaille les solutions à la fin, bah forcément, il va falloir, alors il faut que tout le monde fasse des efforts, hein,
quels que soient les pourcentages de prélèvement, tout le monde doit faire des efforts à son niveau, mais c'est important d'avoir quand même les différents niveaux de prélèvement et de consommation et de faire bien la différence aussi entre ce qui est prélevé, ce qui est consommé sur euh, des gros industriels. Il y a beaucoup de prélèvements et ils annoncent aussi des chiffres beaucoup moindres de consommation. Maintenant, voilà, l'eau qui est prélevée et qui est restituée dans le milieu naturel, il y a des questions autres, dans quel état, dans quelles conditions, même s'il y a une grosse réglementation autour de ça et que c'est très réglementé, on sait tous que voilà, l'eau qui est remise dans le milieu naturel sortie d'une usine, il n'est pas au même niveau que celui qui a été prélevé. Donc voilà. Donc cette étape, elle est vraiment importante pour bien identifier tous ces usages. Et encore une fois, si vous pouvez avoir les données de votre territoire, c'est quand même plus intéressant. Donc, je profite justement de ce sujet évoqué par Marion sur les conflits d'usage pour vous dire dans le cadre du programme Aquagir, on est en train de réaliser un dernier kit qui s'appelle donc le kit d'anticipation au conflit autour du partage de l'eau. Et du coup, justement, c'est un sujet, si vous le souhaitez l'approfondir, il existe un kit dédié qui va bientôt sortir avec un atelier dédié. Et donc, ça vous permet aussi de vous rendre compte que ça peut être très intéressant de commencer par ce kit parce que ça permet de voir dans comment ça fonctionne de manière générale, les interdépendances entre le cycle de l'eau et les activités humaines. Et si après, vous souhaitez approfondir ce sujet, il existe un autre kit. Ça permettra également, si vous avez des participants qui s'embarquent dans ce sujet qui est extrêmement intéressant, mais aussi très épineux, de couper court et d'éviter que ça prenne toute la place de l'atelier. Donc, une fois qu'on a vu les usages de l'eau, donc là, c'est ce que je vais vous montrer. Je vous parlais juste avant du fameux schéma. Donc, c'est le schéma qu'on a au niveau national, avec les données au niveau national. Donc, une fois qu'on a vu les usages, on s'intéresse au deuxième impact, qui est la couverture et l'usage des sols. Et là, on va reprendre le même déroulé. Vous distribuez donc, les vignettes sur les différents types de couverture d'usage des sols. Vous invitez à chaque participant à les présenter et à les placer sur le fond de carte et vous demandez aux différents participants si cet usage il est peu ou très présent sur le territoire. Et là, vous contextualisez avec des données. Vous avez moins de cartes sur les usages, les couvertures, les usages des sols, et c'est une donnée qui est moins connue que le prélèvement et la consommation. Les gens ont moins en tête qu'ils ont un impact, par exemple, selon la couverture des sols que selon les prélèvements. Donc, c'est intéressant de montrer que c'est vraiment un autre type d'impact. Alors, vous pouvez continuer à jouer avec les petits cubes sur cette étape-là, c'est assez intéressant. Typiquement, par exemple, je suis sur une phase culture avec beaucoup d'intrants, c'est-à-dire j'ai tué la terre, l'eau ne s'infiltre plus dans les sols, ou je suis sur un endroit qui est très urbanisé. Forcément, vos petits cubes de ruissellement, ils vont augmenter par rapport à l'infiltration. Donc ça, c'est important aussi de montrer ces différents niveaux. Typiquement aussi par rapport à la topographie, hein, plus vous allez être en pente, plus l'eau va ruisseler. Donc tout ce genre d'éléments, ça permet de comprendre finalement l'influence que l'homme peut avoir par rapport, encore une fois, à l'infiltration de l'eau, hein, puisque il faut qu'on ait tous en tête à la fin de l'atelier, l'objectif qu'on doit tous avoir, c'est que l'eau reste dans les sols, reste dans les nappes. Donc il faut que l'eau, elle s'infiltre. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle s'infiltre? C'est diminuer le ruissellement avant tout. Et donc ça va dépendre, encore une fois, de ce que nous, êtres humains, encore une fois, on va faire de notre couverture et d'usage des sols. Donc ça, c'est vraiment important de rappeler toutes ces notions par rapport à ça. Et donc, le troisième impact de l'homme sur l'eau, c'est les aménagements des cours d'eau. Donc, on reprend le même déroulé. Vous allez distribuer les vignettes, donc C, les vignettes jaunes, type d'aménagement des cours d'eau. Vous laissez aux participants un moment pour les découvrir. Vous invitez ensuite chaque participant à présenter sa vignette, puis à la passer sur le fond de carte. Et enfin, vous demandez est-ce que cet usage est peu ou très présent sur le territoire. Et évidemment, si vous avez des données locales, vous recontextualisez.
Une fois que vous avez fait ça, donc ça, on termine la deuxième étape et on arrive à la troisième étape qui est la réflexion collective sur les perturbations du territoire. Et c'est vraiment une étape qui met en lien le cycle, l'étape 1 et l'étape 2, c'est-à-dire en quoi est-ce que ce qu'on a vu dans l'étape 2, les différentes activités de l'être humain, ont un impact sur le cycle de l'eau. Pour ça, dans un premier temps, vous allez donc lister les perturbations du territoire. Vous allez donc distribuer les vignettes perturbations aux participants et leur laisser quelques minutes pour les regarder. Là encore, vous avez un certain nombre de vignettes perturbations. Donc, si en amont, vous avez voulu en enlever certaines qui ne concernent pas le territoire pour aller plus vite, c'est complètement votre choix. Vous êtes libre de le faire. Ça veut juste dire que vous distribuerez un peu moins de vignettes perturbations. Donc, vous distribuez ces perturbations. Vous allez demander aux participants de présenter chaque vignette pour vérifier qu'ils comprennent bien les différentes perturbations. Typiquement, retrait, gonflement des argiles. Est-ce que c'est bien compris par tout le monde? Et ensuite, vous allez demander aux participants de débattre ensemble pour choisir collectivement les 3 perturbations particulièrement présentes sur leur territoire. C'est important, choisir ces 3 perturbations. Vous allez voir, ça va avoir un impact juste après pour la suite de l'atelier. Nous, on a mis 3 parce que c'était une question de gestion du temps, mais vous pouvez en mettre moins ou plus si vraiment vous voulez, mais on vous conseille de faire 3 en tout cas. Encore une fois, vous voyez la durée, 5 minutes. Là, par rapport à votre animation, bah, encore une fois, vous voyez où vous en êtes par rapport à votre déroulé. Est-ce que vous pouvez passer un peu plus de temps? Voilà. C'est quand même très court. Et donc, il faut que vous soyez vigilant. Vraiment, ne vous laissez pas. C'est toujours intéressant les discussions. Vous verrez, c'est très frustrant. Toujours d'arrêter voilà, ce genre de discussion, parce on peut passer 5 minutes sur chaque carte. Hein. Mais en tout cas, il faut surtout pas que vous perdiez de vue que la partie, là, on est vraiment sur une compréhension du sujet, et une des parties les plus importantes, c'est quand même la partie solution qui est à la fin. Donc, vous laissez pas trop déborder par le timing. Mmh. Une fois que vous avez donc les perturbations qui ont été listées, on va vous demander de rajouter un outil qui est donc le support des interactions usage et territoire. Donc, vous allez voir, c'est la partie, on va dire, entre guillemets, la plus complexe parce qu'on n'est pas sur les mêmes types d'outils. Donc, ce qu'on vous propose déjà, c'est de libérer de l'espace, d'enlever le fond des vignettes violettes, peut-être même à ce moment-là de plus être sur le fameux support, donc le fond de carte. Comme ça évite trop de bruit visuel. Ensuite, d'aller installer le fameux support interaction usage du territoire, donc dans lequel il y a plusieurs colonnes, et il y a la colonne violette dans lequel vous allez retrouver les fameuses vignettes, donc évapotranspiration, infiltration, ruissellement. Sur cette colonne violette, vous allez remettre les 100 cubes avec la répartition qu'on a vue juste un peu plus tôt dans l'atelier. Donc les fameux 60-30-10. Sur du coup la colonne orange, donc qui est la colonne juste avant la violette et sur laquelle il y a les perturbations, vous allez mettre les 3 vignettes perturbations qui ont été choisies juste avant. C'est pour ça que je vous dis c'est important de bien les choisir avant. Et vous allez poser la question pour les 3 perturbations l'une après l'autre, de dire, à votre avis, quelle carte usage, donc quelle vignette jaune a pu provoquer cette perturbation sur votre territoire. Et là, l'idée, c'est vraiment de laisser les échanges entre les participants pour vraiment les arriver à faire le lien entre usage de l'homme et perturbation. En fait, c'est facile. Le but, c'est vraiment de montrer en quoi les vignettes jaunes, elles ont comme conséquence les vignettes oranges. Et enfin, vous allez leur demander par perturbation de voir la conséquence sur le cycle de l'eau, c'est-à-dire de voir la conséquence sur la répartition, évapotranspiration, infiltration, ruissellement.
De dire, bon, par exemple, cette perturbation sur le territoire, est-ce que ça va augmenter l'évapotranspiration et que ça va baisser l'infiltration? Et donc, vous avez vraiment cet échange. Comment est-ce que les vignettes jaunes, elles vont avoir un impact et elles vont générer des perturbations oranges qui elles-mêmes vont avoir un impact sur le cycle de l'eau. Et donc, pour ça, vous allez utiliser du coup ce support que vous trouvez dans le guide animateur. Donc, par exemple, on voit bien que les drainages, ça baisse l'infiltration, ça augmente le ruissellement et ça augmente l'évapotranspiration. Le travail du sol, ça baisse l'infiltration, mais ça augmente le ruissellement. Ça permet, comme je me répète, mais c'est extrêmement important parce que vous permettez vraiment aux participants d'avoir une vision d'ensemble et de comprendre les causes-conséquences. Une fois que les participants ont bien compris ça, donc vous aviez 3 perturbations, ce qui permet vraiment de refaire le travail plusieurs fois et d'arriver vraiment à comprendre cette mécanique. On va ajouter un dernier élément qui est du coup la colonne rouge et qui est le changement climatique. En fait, vous allez poser la question aux participants, ils ont bien compris la dynamique, en général, ils s'amusent bien à voir ces différentes conséquences. Vous leur demandez s'il n'y a pas un impact important des activités humaines qu'ils n'ont pas oublié. En général, les gens à ce moment-là, ils sont tellement dans l'atelier qu'ils oublient. Et donc là, vous leur dites, il manque le changement climatique. Et donc, vous apportez cette dernière colonne, cette colonne rouge que vous allez mettre juste à côté, juste à droite de la colonne violette. Et vous allez préciser que du coup, ce qui se passe, c'est que le changement climatique, ça va s'ajouter. C'est un impact en plus sur un système qui est déjà fragilisé. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas le changement climatique, on vient de voir comment est-ce que l'activité humaine, ça fragilise le cycle de l'eau. Et donc, vous allez demander aux participants comment le changement climatique, il va impacter le cycle de l'eau. Pareil, en reprenant du coup l'impact avec les fameux cubes, infiltration, ruissellement, évapotranspiration. Par exemple, la hausse des températures, ça veut dire plus d'évapotranspiration et moins d'eau disponible. Alors sur cette partie, par rapport au changement climatique, c'est vraiment fondamental que les personnes, en quittant l'atelier, ont compris que le changement climatique, c'est quelque chose qui se rajoute. Ça amplifie des phénomènes déjà existants. En fait, tout ce qui s'est passé avant le changement climatique, en tout cas, qui soit aussi visible qu'il n'est aujourd'hui, en fait, les dégâts, entre guillemets, ils ont déjà été faits, en fait. Et le changement climatique ne fait que renforcer et accélérer ces déséquilibres. Donc cette notion-là, elle est vraiment importante. Parce que si on commence par leur parler du changement climatique, tout le monde croit que c'est que à cause du changement climatique qu'on a toutes ces conséquences. Alors qu'en fait, ça ne fait que les amplifier. Et le changement du lit d'un cours d'eau, l'urbanisation, tout ça, ça existait avant le changement climatique et ça a déjà des conséquences par rapport au ruissellement, par rapport au phénomène d'inondation et tout ça. Donc c'est important vraiment cette notion que ce n'est qu'un amplificateur et par rapport à toutes les conséquences qu'on va avoir. Et juste une dernière chose, par rapport à la pluviométrie. Souvent, alors là, on a tous des idées reçues. Il y en a qui ont le sentiment qu'il pleut moins qu'avant. Il y en a qui ont le sentiment qu'il pleut plus qu'avant. Et donc, voilà, selon les uns et les autres, les ressentis, on a souvent ces ressentis-là. Alors qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la pluviométrie, alors sur la plupart des régions, mais encore une fois, à vérifier de chez vous, mais en moyenne, surtout le national, il pleut, la pluviométrie est la même en quantité à la fin de l'année. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a une répartition au cours de l'année qui n'est plus du tout celle qu'on avait avant. La recharge des nappes en hiver ne se fait plus, il peut se retrouver un hiver sans pluie. On peut se retrouver donc avec des pluies diluviennes et de plus en plus souvent où là, l'eau n'a pas le temps de s'infiltrer dans les sols et encore plus en fonction de la couverture des sols. Donc voilà, donc c'est ces phénomènes-là qui font que forcément les conséquences ne sont plus du tout les mêmes et on se retrouve parfois, voilà, selon où on habite aussi, avec des phénomènes
phénomènes d'inondation qu'on ne connaissait pas avant, de plus en plus souvent, ce qui pose pas mal de problèmes. Donc, une fois qu'on a vraiment bien vu les perturbations et qu'on a été sur le volet très pessimiste et voire même anxiogène de l'atelier, on arrive à la dernière étape qui est beaucoup plus optimiste, qui est sur l'identification collective des solutions. Pour ça, on va prendre les dernières vignettes, donc les vignettes vertes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par poser la question aux participants. Selon vous, en fait, quels sont les leviers d'action qui sont identifiés pour répondre aux enjeux de votre territoire? Vous allez commencer par demander vraiment aux participants de réfléchir, leur donner des post-it et leur demander d'écrire pendant 10 minutes environ toutes les solutions qu'ils ont en tête. Une fois qu'ils ont terminé ce travail, vous allez leur demander de lire les post-it et de les regrouper par type de piste. Et lorsque vous voyez que les participants n'ont plus d'idées, vous allez compléter ces post-it par les vignettes solutions, en expliquant que dans cet atelier, nous, on distingue 3 types de solutions. On va distinguer les solutions sociales, les solutions fondées sur la nature et les solutions techniques. Et on va expliquer que en fait, chaque solution, elle doit être adaptée aux spécificités de chaque territoire et qu'il n'existe pas de solution unique. Ça, le plus important, c'est vraiment de leur dire ça n'existe pas la solution magique qui va répondre à tous les enjeux. En réalité, ça va être plusieurs solutions, un certain nombre de solutions. Et c'est le fait d'avoir justement ces différentes solutions qui vont s'accumuler les unes les unes aux autres, qui vont permettre d'adapter le territoire aux enjeux de l'eau. Alors, c'est vrai que c'est ce qui est très intéressant dans cette partie. Et encore une fois, vous finissez l'atelier sur quelque chose de positif parce que, effectivement, tout ce qu'on a vu avant, bon, bah, ça peut être un peu anxiogène, hein, comme disait Astrid. Et c'est très important que les personnes, finalement, se disent, bah, finalement, il y a plein de solutions. Moi, je peux faire plein de choses à mon niveau, en fait, encore une fois, en fonction, quelle que soit sa compétence, hein, parce qu'on va voir, enfin, vous allez voir dans les solutions sociales, il y a plein de choses que chacun peut s'approprier d'une manière très facile. Donc déjà, c'est d'avoir tous les post-it et de se rendre compte que finalement, chacun individuellement est en capacité de trouver des solutions. Et après, en voyant toutes les cartes, ça, c'est quand même quelque chose qui est très, très positif. Et après, là, par rapport à l'animateur, il faut faire attention. On n'est pas sur un jugement, encore une fois. Il faut être le plus neutre possible par rapport à toutes ces solutions. Parce que bah, forcément, on peut avoir, encore une fois, comment dire, bah, on a plus d'affinité avec des solutions, par exemple, fondées sur la nature que des solutions techniques. Mais il faut aussi reconnaître que les solutions techniques peuvent servir le territoire. Alors, celles-ci, elles sont plus coûteuses, ça c'est un fait. Mais en tout cas, associées aux solutions fondées sur la nature, et encore une fois, à toutes les solutions sociales qui sont quand même très, très, très importantes, on se rend compte qu'on peut tout à fait contribuer à la préservation de la ressource en eau sur son territoire. Et encore une fois, que ce soit en termes de quantité et de qualité. Ça, c'est important aussi d'avoir ces deux notions-là. Puisque la qualité va dépendre aussi de la quantité, hein. Quand on se retrouve avec bah, tous les intrants qui se retrouvent dans les rivières et qui vont se retrouver au final ben, dans l'océan, hein, si on va jusqu'à l'exutoire, ben, on se rend compte que plus il y aura d'eau dans la rivière, bah forcément, plus ces intrants seront dilués et donc la qualité de l'eau va en dépendre fortement. Donc, encore une fois, cette dernière partie, ne négligez pas le temps. Même si tu arrives à la fin, ne retrouvez pas avec 10 minutes sur cette partie-là parce que ça serait trop dommage de passer à côté puisque c'est la partie vraiment qui permet après le passage à l'action, hein. Encore une fois, on est dans aquagir, hein, il y a le agir dans le aquagir et il faut vraiment passer du temps là-dessus parce que là, on est dans l'action et vraiment, croyez-moi, avec toutes les animations qu'on a faites, les gens repartent vraiment boostés avec des envies et surtout une compréhension et qu'on peut faire quand même beaucoup, beaucoup de choses.
Et enfin, pour conclure, l'animateur peut demander quelle est selon vous la principale vulnérabilité ou le principal enjeu qui est lié au territoire et quelle est la solution qui paraît la plus pertinente ou la plus marquante pour préserver l'eau sur le territoire. Ça permet de faire le mot de synthèse pour chacun des participants, de laisser la parole à chacun des participants et de conclure avec cela. Et nous avons terminé. Merci à tous pour votre attention. Il nous reste quelques minutes, donc si vous avez des questions ou pas, n'hésitez pas. Je vais me lancer du coup. J'avais une première question, moi, sur la. C'est vrai que souvent, quand on participe à des ateliers, on commence souvent par ce qu'on appelle un icebreaker en lien avec le sujet. Et du coup, Marion, est-ce que c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire ou pas? Et si oui, quelle forme il peut prendre? Alors, donc Astrid en a donné un au début. La chose assez simple, c'est de positionner, les personnes se positionnent sur le territoire. Alors là, on est sur un territoire fictif, mais ils peuvent dire, bah, moi, je suis plutôt dans une zone rurale, une zone urbanisée, et il dit dans quelle ville il habite. Donc, ça permet un peu de visualiser qui habite où, et aussi pour l'animateur d'identifier, bah, quand on parle, par exemple, de l'usage des sols, bah, vous habitez dans une commune qui est plutôt vallonnée, donc l'infiltration, enfin le ruissellement, enfin voilà, on peut rebondir là-dessus. Et après, il y a aussi, on n'en a pas parlé du tout là, mais et je l'ai un peu évoqué, mais indirectement, sur les idées reçues qu'on peut avoir. Mais ça prend du temps. Donc ça dépend, parce qu'on a indiqué 2 heures, mais honnêtement, si vous avez 2 heures et demie, c'est mieux. Donc, si vous pouvez gagner un peu plus sur l'horaire, mais évidemment, c'est bien défini en amont, hein, encore une fois. Il y a le kit des idées reçues hein, dans la collection d'Aquagir qui est hyper intéressant. Donc là, c'est sous format carte postale. Et on peut demander, donc on a plein de cartes postales sur des idées reçues, donc sur différentes thématiques. Et on peut demander aux personnes de choisir une idée reçue, soit qu'ils leur parlent parce qu'ils l'ont en idée reçue, ou parce que dans leur activité, ils sont souvent confrontés à cette idée reçue et qu'ils ont toujours du mal à l'expliquer. Donc ça peut être très intéressant de commencer par ça. Mais encore une fois, c'est du temps. Donc il faut être très vigilant par rapport à ça. Si on s'embarque avec les idées reçues, c'est un quart d'heure de plus. Voilà. Donc il faut l'avoir en tête. Mais en tout cas, nous, on le fait avec ça et c'est hyper intéressant. Ou d'ailleurs, dès l'accueil, quand les gens arrivent, on peut leur demander de commencer à regarder les idées reçues. Ils choisissent une carte quand ils s'inscrivent, quand ils arrivent, si vous devez pointer ou voilà. Ça peut être aussi intéressant de le faire comme ça. Mais c'est vrai que ce kit est très intéressant pour ça et pour d'autres choses. Mais en tout cas, nous, on l'a déjà utilisé comme ça. Et est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Moi, j'ai une question. Donc, moi, je suis Francis Hubert, service de l'eau au département de l'Ardèche. Oui, et j'ai posé enfin, j'ai précisé que dans la version du kit, moi, je n'avais pas le petit carton rouge là concernant le changement climatique. Et par rapport au temps d'animation du jeu sur la version du kit que j'avais donc pas le même temps d'atelier. Et donc, j'en déduis il faut compter environ une demi-heure pour aborder cette notion du changement climatique. Ça me paraît, alors, parce que moi, j'ai 1h30 d'atelier indiqué et là, vous parliez de 2 heures. Donc, la différence, c'est pour ça que je compte pas le temps pour la gouvernance, hein, qui était en plus. Donc, vous Honnêtement, évalueriez combien, un quart d'heure, 10 minutes? oui, honnêtement, alors ça dépend, encore une fois. Parfois, cette notion, elle est abordée avant, parce que quelqu'un en parle. Donc, en fait, ça dépend. Mais si ça n'a pas du tout été abordé, bah, cette amplification, enfin, vous l'expliquez assez facilement, puisqu'en fait, c'est juste de dire que ça a été amplifié. Et donc, après, effectivement, il y a les cubes, effectivement, comme le disait tout à l'heure Astrid, bah, avec le changement climatique, il fait plus chaud, donc il y a plus d'évapotranspiration, mais une demi-heure, enfin, je sais pas, Astrid, moi, ça me paraît beaucoup en rajout, hein.
Ouais. Oui, oui, c'est beaucoup. Oui. Alors, il est possible qu'on ait légèrement adapté le Oui, temps je d'ailleurs de pense. l'atelier, parce que entre-temps, il a été mis à jour. Ça fait partie des choses qu'on a regardé pour mieux le séquencer. Donc, il est possible on ait légèrement augmenté la durée pour que les animateurs ne soient pas trop stressés sur le temps pendant l'atelier. Et encore une fois, ce qu'on n'a peut-être pas dit aussi, excusez-moi, je vous coupe la parole, j'ai l'impression, c'est qu'en fait, ce kit-là, c'est le premier de la collection. Et donc, on en est à plusieurs versions, en fait, puisqu'on a les retours aussi d'expérience. Et donc, c'est pour ça, ce que dit Astrid, c'est que, effectivement, le séquençage a été adapté et il y a des choses qui ont été rajoutées, encore une fois, au fur et à mesure. Donc, quand vous allez l'utiliser, on vous invite aussi vraiment à faire vos commentaires, à faire vos retours d'expérience parce que en fait ces kits-là, celui-ci comme tous les autres, hein, comme celui par exemple même des cartes postales des idées reçues, s'il y a des idées reçues que vous avez envie qu'on retravaille, on les rajoutera. Enfin voilà, donc toutes vos suggestions et commentaires sont les bienvenus encore une fois pour améliorer tout ça puisque effectivement c'est en perpétuelle amélioration. Donc ce qui explique le séquençage effectivement qui diffère par rapport à la première version que vous avez eue. Ok. Et du coup, il y a combien de versions pour ce kit? Savoir si ça vaut le coup que j'en demande une vraiment Il y un en a jour. plus qu'une, il y en a plus qu'une. Ah, ok, ouais. Alors, Moi, on peut vous envoyer la dernière version électronique si vous voulez, comme ça vous l'aurez à jour. C'est ce que j'indiquais dans le chat. De toute façon, l'idée c'est que d'ici la fin de l'année ou plus tard en début d'année prochaine, vous puissiez retrouver sur votre espace personnel aquagir.fr quand vous vous authentifiez les dernières versions des kits au format électronique. Comme ça vous permet d'avoir les dernières mises à jour qui auront été apportées aux différents kits, hein. Pas uniquement celui sur les enjeux de l'eau, même si c'était l'objet de l'atelier de ce jour, mais aussi sur tous les autres et sur les prochains à venir.